Un soir de Noël chargé de neige à Chicago, Carter Flynn se tenait à l'entrée du Rosewood Bistro, les épaules poudrées de flocons frais, le cœur alourdi par un poids bien plus lourd que le froid hivernal. Âgé de 36 ans, ce père n'avait pas eu de rendez-vous depuis 3 ans, pas depuis la nuit où sa femme, Louisa, avait quitté ce monde dans un accident survenu à Noël, une tragédie qui hantait encore ses rêves. Le vent portait jusqu'à lui les notes d'un chant de Noël provenant d'une boutique voisine, et chacune d'elles lui transperçait la résolution comme une fine lame. Il avait promis à sa fille qu'il ferait un effort. Ce matin-là, il avait plongé son regard dans ses yeux bleus pleins d'espoir et hoché la tête quand elle lui avait demandé s'il allait vraiment rencontrer quelqu'un de spécial. À présent, debout dans l'embrasure de la porte, les flocons fondant sur sa veste usée, il se demandait s'il aurait le courage de franchir le seuil. À l'intérieur du restaurant, bercé par une lumière chaleureuse, une femme magnifique l'attendait. Son maintien était élégant mais distant, ses doigts enlaçaient un verre de vin qu'elle n'avait presque pas touché. Alexandra Burnist, 34 ans, rongée en silence par ses propres fantômes, jeta un coup d'œil à sa montre avec une impatience à peine dissimulée. Elle avait accepté cette soirée contre son meilleur jugement, laissé son ami la convaincre qu'il était temps, que 3 ans suffisaient à pleurer un avenir qui n'avait jamais vu le jour. Mais assise là, entourée de guirlandes et de lumières scintillantes, au milieu de couples penchés l'un vers l'autre sous la lueur des bougies, elle ne ressentait que l'habituelle douleur de la déception, mêlée à quelque chose de plus aigu, presque proche de l'angoisse. Le rendez-vous arrangé échouait avant même d'avoir véritablement commencé. Carter bafouillait, parlait de réparations domestiques et des projets scolaires de sa fille. Sa nervosité se traduisait par des gestes trop amples, un rire trop rapide. Alexandra offrait des sourires polis qui n'atteignaient jamais ses yeux gris, répondait aux questions sur son travail avec la brièveté exercée de celle qui a appris à tenir le monde à distance. Et puis, derrière un sapin en peau décoré de rubans argentés, une petite voix murmura les mots qui allaient tout changer. Bridget Flynn, 7 ans, ses cheveux comme de l'or filé, tira la manche de son père et leva les yeux vers la femme assise en face. « Papa » souffla-t-elle, ses yeux bleus brillants d'une certitude qu'aucun adulte ne pourrait expliquer. C'est elle. Carter Flynn avait ce genre de visage qui racontait des histoires sans prononcer un mot. Ses traits étaient doux, marqués par les nuits blanches et les levers matinaux, par la paternité solitaire et le poids du deuil. Des mèches grises parsemaient déjà ses tempes, et ses mains, rugueuses à force de réparations électriques et de plomberie, étaient celles d'un homme qui avait reconstruit sa vie à partir de morceaux brisés. Autrefois ingénieur mécanique brillant et prometteur, il avait quitté le monde corporatif après la mort de Louisa. Il avait besoin d'être chez lui pour Bridget, de l'accompagner à l'école, d'être là quand elle se réveillait en pleurs. Alors, il était devenu réparateur, chauffe-eau, disjoncteur, tout ce qui permettait de garder leur petit appartement au chaud et leur petit monde intact. Sa fille était tout son univers, une enfant blonde aux yeux de sa mère, dotée d'une sagesse qui le terrifiait parfois. Bridget emportait partout avec elle une peluche nommée Astrid, un cadeau de Louisa dans ses derniers jours, et parlait avec la franchise limpide des enfants qui ont vu trop tôt la tristesse. Alexandra Burnist vivait dans un monde radicalement différent. Directrice marketing senior dans l'une des agences les plus respectées de Chicago, elle dirigeait des salles de réunion et négociait des campagnes de plusieurs millions avec une précision glacée. Ses cheveux blonds tombaient en vagues soyeuses sur ses épaules, toujours impeccablement coiffés, et ses manteaux taillés sur mesure, ses écharpes de soie trahissaient un succès durement acquis. Mais sous cette façade polie se cachait une femme qui ne croyait plus aux contes de fées. 10 ans plus tôt, elle avait perdu sa jeune sœur dans un accident de voiture, un chagrin qui avait creusé en elle un vide permanent. Et il y a 3 ans, à la veille de ce qui aurait dû être le plus beau jour de sa vie, son fiancé lui avait avoué une liaison avec sa meilleure amie. Le mariage avait été annulé, la salle vidée, et Alexandra avait verrouillé son cœur derrière des murs faits d'ambition professionnelle et de distance calculée. Elle n'avait accepté ce rendez-vous que parce que sa collègue l'avait supplié, insisté, juré que ce serait différent. Pourtant, assise en face de cet homme doux et maladroit, qui sentait le bois scier et parlait de sa fille avec une révérence sacrée, elle ne ressentait que l'écho familier de la déception. Le restaurant baignait dans une lumière ambrée.
Des guirlandes de sapins ornaient les murs. Des bougies vacillaient sur les nappes blanches. Dehors, la neige tombait en rideaux épais et silencieux, recouvrant Michigan Avenue d'un calme presque sacré. Carter tentait de faire la conversation, posait des questions sur son travail, ses passions, mais chaque phrase semblait tomber à plat. Il renversa son verre d'eau en tendant la main vers la corbeille à pain, et la flaque qui s'étala sur la table devint la métaphore parfaite de sa nervosité. Alexandra tamponna le liquide avec sa serviette, offrit un sourire crispé, et Carter sentit la soirée lui glisser entre les doigts comme de la neige fondante. Ce que Carter ignorait, c'est que Bridget s'était approchée de leur table. Son petit visage pressé entre les branches de l'arbre décoratif, elle observait Alexandra avec l'intensité de celle qui lit une histoire que personne d'autre ne voit. Elle remarqua que les doigts d'Alexandra revenaient sans cesse à un collier d'argent posé sur sa gorge, une chaînette délicate ornée d'un pendentif en forme de flocon de neige. Elle vit comment les yeux d'Alexandra devenaient lointains quand Carter évoquait les traditions de Noël, comment son souffle se bloquait légèrement, comme si elle avalait une douleur. Bridget connaissait ce regard. Elle le voyait dans les yeux de son père chaque décembre, l'ombre qui passait sur son visage quand les chants de Noël résonnaient dans les supermarchés, la façon dont il serrait sa tasse de café un peu plus fort quand les voisins parlaient de réunions familiales. Le pendentif flocon d'Alexandra avait été un cadeau destiné à sa sœur cadette, Emma, acheté lors d'une foire de rue un mois de décembre, à une époque où le monde semblait encore sûr. Emma adorait la neige, dansait dedans, croyait à la magie de chaque cristal unique. Quand Emma était morte, Alexandra avait trouvé le collier dans sa boîte à bijoux et ne l'avait plus jamais quitté, une douleur discrète qu'elle portait contre sa peau. Elle le touchait maintenant inconsciemment, tandis que Carter parlait de l'amour de Louisa pour l'hiver, de la manière dont elle découpait des flocons en papier chaque année et les suspendait aux fenêtres. La coïncidence frappa la façade soigneusement construite d'Alexandra comme une fissure dans la glace. Carter remarqua aussi le collier. Il vit l'humidité soudaine dans les yeux d'Alexandra avant qu'elle ne la chasse d'un clignement. Il aurait voulu poser une question, tendre la main par-dessus la table pour offrir du réconfort à ce chagrin qu'il venait d'effleurer par hasard. Mais avant qu'il ne trouve les mots, Alexandra se leva brusquement, s'excusa pour aller aux toilettes et Carter la regarda s'éloigner, le dos droit, les pas mesurés. Il enfouit son visage dans ses mains, certain d'avoir tout gâché. C'est alors que Bridget apparut, glissant sur la chaise vide d'Alexandra, Astrid serrée contre sa poitrine. « Chérie, tu es censée être à la table des enfants, avec les crayons, » dit Carter surpris. « Elle est triste comme toi, papa, » répondit simplement Bridget. « Je le sens. » Dehors, la tempête s'intensifiait. Le vent se levait. Les avertissements météorologiques que Carter avait ignorés plus tôt se révélaient prophétiques. La tempête, initialement prévue comme modérée, prenait de la force et la température chutait rapidement. À l'intérieur du Rosewood Bistro, les premiers signes de trouble apparurent avec un clignotement des lumières au plafond. Puis une bourrasque secoua les vitres assez violemment pour attirer les regards inquiets des autres clients. Quand Alexandra revint à la table, son maquillage soigneusement retouché, elle trouva Bridget assise à sa place, les petites mains jointes comme si elle attendait une conversation d'adulte. « Votre collier est joli, » dit Bridget d'une voix douce. « Ma maman en avait un pareil. Elle est au ciel maintenant. » Alexandra retint son souffle. Elle regarda l'enfant, vraiment regarda, et vit dans ses yeux trop jeunes le même vide qu'elle portait en elle. « Je suis désolée, » murmura-t-elle en s'asseyant non pas en face, mais à côté de Bridget. « Ma petite sœur est au ciel, elle aussi. Elle adorait les flocons de neige. » Carter observait l'échange. Quelque chose bougeait en lui. Une porte qu'il avait verrouillée 3 ans plus tôt commençait à céder. Les lumières clignotèrent de nouveau, et cette fois, elles restèrent tamisées. Un serveur passa en s'excusant, murmurant des propos sur des fluctuations électriques. Par les grandes vitres, la rue s'était transformée en un mur blanc. La visibilité se réduisait à quelques mètres à peine. Les voitures avançaient au ralenti, leurs phares diffusés en halos inutiles. Le gérant du restaurant apparut, les mains levées pour apaiser le murmure croissant de la foule. Il annonça que la ville avait émis des avertissements de circulation. Les routes fermaient à cause de l'accumulation rapide de neige et du verglas. Carter se leva aussitôt, ses instincts protecteurs balayant sa timidité.
Bridget, on doit rentrer avant que ça empire. Il regarda Alexandra, le visage empreint de remords. Je suis désolé, je dois la mettre en sécurité. Alexandra se leva aussi, sa façade professionnelle cédant pour révéler une inquiétude sincère. Les bus ont arrêté de circuler. J'ai entendu dire que les trains sont retardés. Vous habitez loin? 40 minutes à pied, par beau temps, admet Carter. Avec Bridget dans cette tempête, je ne sais pas. Bridget, sentant monter l'anxiété des adultes, serra la main de son père. C'est bon, papa, on va s'en sortir. Mais le réconfort de l'enfant fut prématuré. Tandis que Carter aidait Bridget à enfiler son manteau et qu'Alexandra rassemblait ses affaires, la petite fille fut attirée par la fenêtre, par ce monde blanc tourbillonnant au-delà de la vitre. Elle n'avait jamais vu la neige tomber aussi drue, n'avait jamais vu les congères grimper aussi vite contre le verre. Sans réfléchir, fascinée par cette beauté étrange, elle s'échappa de la main de son père et poussa la porte du restaurant pour s'élancer dans la tempête. Le froid la frappa comme un coup physique, lui coupant le souffle. Elle trébucha, ses petites bottes s'enfonçant immédiatement dans une neige qui lui montait aux genoux. Elle voulut faire demi-tour, mais la porte s'était refermée derrière elle, et le vent hurlait si fort qu'elle ne pouvait plus entendre sa propre voix. À l'intérieur, Carter se retourna pour prendre la main de Bridget, et ne trouva que du vide. Son cœur s'arrêta. Bridget, il pivota, cherchant autour de lui, puis le sang quitta son visage. Bridget, le cri jaillit comme un rugissement qui fit taire tout le restaurant. Il se roua vers la porte, Alexandra juste derrière lui. Ensemble, ils plongèrent dans la tempête. Le vent lacérait leurs vêtements. La neige était si dense qu'elle effaçait la rue, les immeubles, tout. La voix de Carter se brisa en appelant sa fille. La panique balaya toutes les digues qu'il avait érigées pendant 3 ans de paternité solitaire. C'était son cauchemar, celui qui le réveillait dans sursaut à 2 heures du matin. La terreur de la perdre, comme il avait perdu Louisa, de faillir à la seule personne qui comptait. Alexandra, grelottant dans son manteau de laine élégant mais totalement inadapté à une tempête, vit la peur brute sur le visage de Carter et prit une décision. Elle ne le laisserait pas seul dans cette épreuve. Elle forma un porte-voix avec ses mains et appela Bridget à son tour, sa voix presque engloutie par le hurlement du vent. Ils avancèrent ensemble, fouillant derrière les voitures, entre les devantures. Les mains de Carter tremblaient en écartant la neige des recoins possibles. Ce fut Alexandra qui repéra la petite silhouette rose recroquevillée contre un véhicule garé dans le parking du restaurant, une forme minuscule presque ensevelie sous le blanc. « Là-bas !» cria-t-elle. Carter courait déjà, ses bottes glissant sur la glace, son corps s'effondrant à genoux près de sa fille. Bridget pleurait, le visage rougi par le froid, les dents claquant si fort qu'elle ne pouvait plus parler. Carter la serra contre lui, enveloppa son manteau autour d'elle, utilisa son propre corps comme bouclier contre le vent. « Je t'ai eu, mon bébé. Je t'ai eu. » Sa voix se brisa sur les mots. Alexandra arriva quelques secondes plus tard. Sans hésiter, ôta son écharpe pour l'enrouler autour de la tête et des épaules de Bridget, puis se pressa contre le dos de Carter, ajoutant son corps comme une autre barrière contre la tempête. Les trois formèrent un cercle fragile. Des étrangers quelques heures plus tôt, désormais unis dans un combat contre la furie des éléments. « On ne peut pas rester dehors, » dit Alexandra, les lèvres presque engourdies. « Il faut rentrer. » Ensemble, ils se relevèrent péniblement. Carter portait Bridget, Alexandra les guidait vers la lueur ambrée du Rosewood Bistro. Ils titubèrent à travers la porte et s'effondrèrent presque. La neige glissait d'eux par plaques, l'eau s'accumulant sur le sol. D'autres clients accoururent avec des couvertures, des serviettes, des boissons chaudes. Le gérant annonça que personne ne pourrait partir cette nuit. Le restaurant servirait d'abri d'urgence jusqu'à ce que la tempête passe ou que les services municipaux puissent intervenir. Carter s'installa dans une banquette d'angle. Bridget, enveloppée dans 3 couvertures, tremblait encore. Il lui frictionnait les bras, le dos, murmurait des paroles rassurantes, tandis que son propre cœur tambourinait dans sa poitrine. Alexandra glissa sur la banquette à leur côté, les cheveux collés à son front, son chemisier de soie ruiné, les mains tremblantes, non seulement de froid, mais de quelque chose de plus profond. Elle tendit la main et posa doucement la paume sur le genou de Bridget, un geste de réconfort qui la surprit elle-même. « Tu es très courageuse, dit-elle à l'enfant,
plus courageuse que je ne l'ai été depuis longtemps. Bridget leva les yeux vers elle, les larmes encore humides mais le regard s'éclaircissant. Vous êtes venu me chercher, vous aussi, comme papa. Quelque chose passa entre Carter et Alexandra, une compréhension qui n'avait pas besoin de mots. Dans le chaos de la tempête et la terreur d'avoir failli perdre un enfant, les murs qu'ils avaient érigés autour d'eux-mêmes commencèrent à se fissurer. Carter ne voyait plus la professionnelle distante de tout à l'heure, mais une femme qui s'était lancée dans une tempête de neige pour une enfant qu'elle connaissait à peine. Alexandra ne voyait plus le veuf maladroit, mais un père dont l'amour était si intense qu'il frôlait le sacré. Le restaurant sombra dans une veille inquiète. Les familles se regroupaient, les étrangers partageaient des tables, le personnel circulait avec ce qu'il pouvait offrir. L'électricité se stabilisa suffisamment pour maintenir le chauffage, et quelqu'un trouva des lanternes à piles qui projetaient une lumière plus douce, plus humaine que les néons du plafond. Cette lueur dorée transforma le lieu en un refuge hors du temps, un espace suspendu entre deux moments, entre deux vies. Carter ne pouvait détacher son regard de sa fille, ne cessait de toucher ses cheveux, son visage, pour s'assurer qu'elle était bien là, en sécurité. La peur avait ravivé des souvenirs qu'il combattait chaque jour, une autre nuit d'hiver, des phases glissant sur la glace, l'appel téléphonique qui avait anéanti son monde. Il s'était juré de ne jamais laisser rien arriver à Bridget, avait organisé toute sa vie autour de sa sécurité, et ce soir, il avait échoué. La culpabilité pesait dans sa gorge comme une pierre impossible à avaler. Alexandra l'observait avec une tendresse dangereusement proche de l'affection. Elle reconnaissait dans ses yeux l'autoflagellation, la façon dont il semblait s'effondrer sur lui-même minute après minute. Elle avait porté ce même fardeau après la mort de sa sœur, passé des mois à rejouer chaque décision, chaque instant à se demander si elle aurait pu changer le cours des choses. Elle aurait voulu lui dire que ce n'était pas sa faute, que les enfants sont rapides, imprévisibles, qu'il l'avait retrouvé, ramené, et que c'était ce qui comptait. Mais les mots semblaient trop petits face à l'ampleur de sa peur. Alors, elle tendit la main par-dessus la table et posa la sienne sur celle de Carter. Le contact les surprit tous les deux. Carter baissa les yeux sur leurs mains jointes, puis leva le regard vers le visage d'Alexandra, et y vit l'écho de sa propre douleur, une reconnaissance plus profonde que la simple compassion. « Vous avez aussi perdu quelqu'un à Noël, dit-il doucement. Ce n'était pas une question. » Alexandra hocha la tête, la gorge serrée. « Ma sœur, ma femme, murmura Carter. Il y a 3 ans, accident de voiture, la veille de Noël. » Il avala difficilement. « Je pensais que ce soir, peut-être que c'était le moment d'essayer d'avancer, mais je ne sais plus comment faire. Je ne sais plus être autre chose que le père de Bridget. Je ne sais plus faire confiance à personne. » Moi non plus, avoua Alexandra. J'ai construit toute ma vie autour de l'idée que je n'avais besoin de personne, que je ne pouvais plus être blessé. Et puis je t'ai vu courir dans cette tempête pour ta fille, et j'ai pensé, peut-être que je me trompais sur ce qu'est la vraie force. Bridget, assoupie par la chaleur et l'épuisement, marmonna quelque chose que ni l'un ni l'autre n'entendirent d'abord. Alexandra se pencha. « Qu'as-tu dit, ma chérie? »« Tu n'as plus l'air effrayante, dit Bridget, endormie. Tu ressembles à maman quand tu souris à papa. » Les yeux d'Alexandra se remplirent de larmes. Cette fois, elle ne les cacha pas. La main de Carter se resserra autour de la sienne. Ils restèrent ainsi. 2 âmes brisées commençant à croire, contre toute attente, que les choses cassées peuvent encore s'emboîter. Mais la paix est fragile, et la nuit n'en avait pas fini avec eux. Près du bar, où quelques clients observaient la tempête par les grandes vitres, un homme les regardait avec des yeux plissés. Silas Orton travaillait avec Alexandra depuis 5 ans. Il l'avait invité à dîner une 12aine de fois et s'était vu refuser chaque fois avec une politesse professionnelle. Il l'avait vu arriver ce soir-là, avait suivi son rendez-vous depuis sa propre table dans un coin, et la piqûre du rejet s'était transformée en quelque chose de plus laid quand il avait vu la façon dont elle regardait ce réparateur ordinaire assis en face d'elle. La tempête les ayant tous piégés à l'intérieur, Silas s'était d'abord réjoui, pensant avoir plus de temps pour se présenter comme le meilleur choix, le compagnon le plus digne. Mais en voyant Alexandra s'occuper de l'enfant de Carter, en la voyant tenir sa main avec une douceur qu'elle ne lui avait jamais témoignée, son ego s'était tordu en une rancœur amère.
Il s'approcha de leur table avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux, tenant 2 tasses de café comme s'il offrait de la gentillesse. « Alexandra, je me suis dit que tu en aurais besoin. » Il posa une tasse devant elle, puis se tourna vers Carter avec une condescendance étudiée. « Quelle nuit pour un premier rendez-vous, hein? Bien que Alexandra ne t'ait probablement pas dit que tout cela faisait partie de l'initiative caritative du bureau. » Carter cligna des yeux, perplexe. « Initiative caritative? » Silas écarquilla les yeux, feignant la surprise. « Oh, elle ne t'en a pas parlé? On gère ce programme au travail. On jumelle des cadres avec des personnes issues, disons, d'horizons différents. Du bénévolat communautaire, tu vois. Bon pour l'image de l'entreprise. » Il tapota l'épaule de Carter avec une camaraderie fausse. « Je trouve admirable que tu participes. » Tout le monde n'aurait pas osé se prêter au jeu. Les mots tombèrent comme des pierres. Le visage de Carter devint immobile, sa main se retirant de celle d'Alexandra comme brûlée. Alexandra le fixa avec horreur, comprenant aussitôt ce que Silas avait fait et ce qu'il cherchait à détruire. « Ce n'est pas vrai, dit-elle sèchement. Silas, c'est un mensonge complet. » Mais les dégâts étaient déjà en marche. Carter se leva, raide, le visage fermé. « C'est bon, dit-il calmement. Je vais voir Bridget. » Sauf que Bridget était juste là, les yeux allant de l'un à l'autre, sentant que quelque chose n'allait pas. « Carter, je t'en prie, » commença Alexandra en se levant à son tour, la main tendue. « Il ment. Il n'y a aucun programme caritatif. J'ai accepté ce rendez-vous parce qu'une amie nous a présenté. Parce que je pensais, peut-être que j'étais prête à essayer de nouveau. »« C'est bon, » répéta Carter, et le vide dans sa voix était pire que la colère. « Merci d'avoir aidé Bridget. Je t'en suis reconnaissant. » Il souleva sa fille dans ses bras, couvertures et tout, et alla s'installer dans une autre banquette, le dos tourné à Alexandra, les épaules raidies par la blessure. Silas sourit en voyant le visage décomposé d'Alexandra. « Je voulais juste clarifier les choses. Inutile de laisser les malentendus traîner. Éloigne-toi de moi, dit Alexandra, la voix tremblante de fureur. Tu es un homme mesquin et cruel, et tu viens de blesser quelqu'un qui a déjà assez souffert. Moi, j'ai blessé quelqu'un, ricana Silas. C'est toi qui te rabaisse avec le personnel. Je te rendais service. Je te rappelais qui tu es vraiment. Je sais exactement qui je suis, répliqua Alexandra, glaciale. Je suis quelqu'un qui vient de réaliser qu'elle a gaspillé des années à travailler à côté de gens comme toi. Elle se détourna, mais ses mains tremblaient. Son cœur se brisait à la vue du visage de Carter, à la façon dont il s'était replié sur lui-même, comme s'il s'attendait au rejet depuis le début. La nuit s'étira. La tempête ne faiblissait pas. Alexandra resta seule à sa table, observant Carter de l'autre côté de la salle tandis qu'il berçait Bridget, le visage tourné vers la fenêtre. Elle voulait aller vers lui et lui expliquer, effacer le poison que Silas avait injecté, mais la distance entre eux semblait infranchissable. Bridget, cependant, avait d'autres plans. Fatiguée mais pas endormie, elle avait tout entendu. Elle glissa des bras de son père pendant qu'il somnolait un instant et traversa le restaurant pieds nus jusqu'à la table d'Alexandra. « Tu as rendu papa triste, dit-elle, mais il n'y avait aucune accusation dans sa voix, seulement une observation. « Je ne voulais pas, murmura Alexandra. L'homme qui a dit ces choses, il mentait. Je ne savais pas que ce soir serait spécial. Je pensais que ce serait juste une autre soirée décevante. Mais ensuite, j'ai rencontré toi. Et ton papa. Et tout a changé. » Bridget l'étudia de ses yeux trop sages. « Papa pense que personne ne l'aimera plus jamais parce que maman est partie. Il pense qu'il est trop abîmé. » Elle grimpa sur la banquette à côté d'Alexandra, sans y être invitée, et prit sa main dans la sienne. « Mais toi aussi, tu es abîmé, n'est-ce pas? Je le sens. Et pourtant, tu es venu me chercher dans la neige. » Les larmes d'Alexandra coulèrent enfin, silencieuses, chaudes sur ses joues glacées. « Oui, je suis abîmé, depuis très longtemps. Peut-être que les gens abîmés peuvent se réparer l'un l'autre, dit Bridget, comme quand papa colle mes jouets. Deux morceaux cassés peuvent en former une chose entière. » Elle se blottit contre le flanc d'Alexandra, confiante et chaude. « Je crois que c'est toi la bonne, même si papa a trop peur pour le voir maintenant. » De l'autre côté de la salle, Carter se réveilla, paniqué en ne voyant plus Bridget, avant de la repérer auprès d'Alexandra.
Son premier réflexe fut d'aller la récupérer, de maintenir la distance qui lui semblait plus sûre que l'espoir. Mais en voyant sa fille se lever contre la femme qui avait couru dans la tempête pour elle, en voyant Alexandra la tenir avec une tendresse si attentive, la première fissure apparut dans sa résolution. Les heures avancèrent vers l'aube. La tempête perdit enfin de sa violence et la première lumière grise effleura le ciel. Les chasse-neige municipaux grondèrent dans la rue, leurs gyrophares oranges clignotant derrière les vitres. Le gérant annonça que les routes étaient dégagées, que les transports allaient reprendre sous peu. Les gens commencèrent à se lever, à rassembler leurs affaires, à vérifier leurs téléphones, à planifier leur retour dans des vies bouleversées. Carter s'approcha lentement de la table d'Alexandra. Bridget dormait toujours contre son épaule. « Je devrais la prendre », dit-il doucement. Alexandra leva les yeux vers lui, les paupières rougies par les larmes, l'épuisement, le poids de la nuit. « Je ne suis pas un cas caritatif, et toi non plus. Ce que Silas a dit, c'était cruel et faux. Je ne m'attends pas à ce que tu me crois, mais j'ai besoin que tu saches que c'est la vérité. » Carter resta silencieux un long moment, puis il s'assit en face d'elle, prenant soin de ne pas réveiller Bridget. « J'ai envie de te croire, admit-il, mais j'ai passé 3 ans à penser que ce que j'avais vécu avec Louisa était unique, qu'essayer quoi que ce soit d'autre était futile. Et ce soir, pour la première fois, j'ai ressenti autre chose que du chagrin. Et ça m'a terrifié. Quand Silas a dit ce qu'il a dit, une part de moi a presque été soulagée, parce que la peur est plus facile que l'espoir. « Je sais, dit Alexandra, je sais exactement ce que tu veux dire, parce que j'ai ressenti la même chose, cette possibilité terrifiante que peut-être je pourrais essayer de nouveau, que peut-être tu verrais au-delà de toutes mes défenses. Et quand tu t'es éloigné, j'ai eu envie de te laisser partir, pour me prouver que j'avais raison de ne faire confiance à personne. Mais ta fille m'a rappelé qu'être courageux, ce n'est pas ne pas avoir peur, c'est faire ce qu'il faut malgré la peur. Elle est sage au-delà de son âge, dit Carter avec un sourire triste. Elle tient ça de toi, répondit Alexandra. Elle tendit la main par-dessus la table, paume vers le haut, une offrande. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas si nous sommes trop brisés, trop marqués, trop effrayés, mais je sais que je ne veux pas partir sans essayer, sans au moins être honnête. Je n'ai pas ressenti autant d'émotions depuis 3 ans. Et oui, ça fait mal. Mais ça me donne aussi l'impression que je suis encore vivante. Carter regarda sa main, puis son visage, et y vit le reflet de son propre espoir désespéré. Il posa sa main dans la sienne, leurs doigts s'entrelaçant. Entre eux, Bridget remua dans son sommeil, murmurant quelque chose qui ressemblait à « Je te l'avais dit ». La ville dehors s'éveillait, blanche et propre sous la neige fraîche. Et à l'intérieur du Rosewood Bistro, 2 âmes brisées se tenaient l'une à l'autre avec la force fragile de ceux qui ont décidé de tenter à nouveau. Vers le milieu de la matinée, les rues devinrent praticables. Les gens commencèrent à partir. Carter et Alexandra se tenaient dans l'entrée du restaurant, Bridget émitouflée dans son manteau, Astrid serrée contre elle. Le moment était lourd de possibilités, de tout ce qu'ils n'avaient pas encore dit, de toutes les peurs qu'ils n'avaient pas encore vaincues. « Est-ce que je peux te revoir ?» demanda Carter, les mots maladroits mais sincères. « Vraiment, je veux dire. »« Oui, dit Alexandra, et son sourire était le premier vrai sourire qu'il lui voyait. « J'aimerais beaucoup ça. » Bridget tira sur le manteau d'Alexandra. « Tu peux venir chez nous pour Noël. On fait des flocons en papier. Papa n'est pas très doué, mais je peux t'apprendre. » Alexandra s'agenouilla à la hauteur de Bridget. « Ce serait un honneur de faire des flocons avec toi. » 3 jours passèrent, des journées où Carter et Alexandra s'écrivirent avec précaution, parlèrent tard le soir au téléphone, quand Bridget dormait, apprenant peu à peu les contours de leurs chagrins et de leurs espoirs. Ils découvrirent des choses simples, essentielles. Carter apprit qu'Alexandra buvait son café noir, mais adorait le chocolat chaud avec une quantité excessive de guimauve, qu'elle avait rêvé d'être enseignante avant que l'ambition et le chagrin ne la dirigent vers le monde de l'entreprise. Alexandra apprit que Carter chantait faux sur de vieux tubes rock en cuisinant, qu'il gardait une photo de Louisa dans son portefeuille, non pas parce qu'il ne pouvait pas la laisser partir, mais comme une promesse de ne jamais oublier d'où il venait. Ils furent prudents l'un envers l'autre, tendres,
conscient de la fragilité précieuse de ce qu'il construisait. Et le soir de Noël, exactement 1 an après la tempête, Alexandra arriva à leur petit appartement, un sac de fournitures créatives à la main et un cœur dangereusement ouvert. Elle resta 5 minutes devant l'immeuble, respirant l'air froid, se préparant intérieurement. C'était le moment. Celui où elle choisirait soit de s'engager pleinement dans la possibilité d'aimer à nouveau, soit de se replier dans la sécurité de la solitude. Elle choisit le premier. Elle choisit le courage. Elle choisit la chance de redevenir entière. Carter ouvrit la porte, un tablier couvert de farine, et l'appartement sentait les biscuits au four, la cannelle, la vanille et la maison. Bridget poussa un cri de joie et se jeta sur Alexandra, qui la rattrapa avec un rire qui les surprit tous par sa pureté. Un son si limpide qu'il sembla remplir chaque recoin de l'espace. Ils passèrent la soirée à découper des flocons de papier, chacun unique, chacun imparfait, et les suspendirent aux fenêtres, où ils captaient la lumière du petit sapin de Noël dans le coin. L'arbre était modeste, à peine 1,50 m, décoré d'ornements faits main et de guirlandes de popcorn que Bridget avait insisté pour préparer elle-même. Il n'avait rien à voir avec les sapins élégants qu'Alexandra avait connus dans son enfance, dans les maisons du luxe et de la beauté soigneusement orchestrées. Il était mieux. Quand Bridget s'endormit sur le canapé, enveloppée dans des couvertures et serrant Astrid contre elle, Carter et Alexandra se tinrent près de la fenêtre, regardant la neige recommencer à tomber, plus douce cette fois, paisible. « J'ai eu si peur », avoua Carter. « Peur que te laisser rentrer, ce soit oublier Louisa, que ce soit trahir son souvenir. »« Et maintenant ?» demanda doucement Alexandra. « Maintenant, je pense qu'elle aurait voulu que je sois heureux de nouveau, qu'elle aurait voulu que Bridget ait une vie pleine, qu'elle ne voulait pas que je passe le reste de mes jours à survivre. » Il se tourna vers Alexandra, prit ses 2 mains dans les siennes. « Tu me donnes envie de vivre à nouveau, pas juste d'exister. Et c'est terrifiant, mais c'est aussi la plus belle chose que j'ai ressentie depuis des années. » Alexandra posa son front contre le sien. « J'ai passé si longtemps à croire que l'amour me détruirait de nouveau, que faire confiance à quelqu'un, c'était juste se préparer à une autre trahison. Mais avec toi, c'est différent. C'est comme si nous pouvions construire quelque chose de neuf à partir de tous nos morceaux cassés. » « Bridget avait raison, » dit Carter avec un rire doux. « Cette première nuit, quand elle a dit que tu étais la bonne, je pensais qu'elle n'était qu'une enfant qui faisait des vœux. Mais elle voyait ce que j'étais trop effrayé pour voir. » Minuit sonna. Noël arrivait avec une certitude tranquille. Carter encadra le visage d'Alexandra de ses mains calleuses et l'embrassa. Doucement, avec révérence, pleine de promesses. Quand ils s'écartèrent, ils trouvèrent Bridget assise sur le canapé, souriant dans son demi-sommeil. « Je vous l'avais dit, » déclara-t-elle, triomphante. « C'est elle, papa. » Carter rit, un son de bonheur pur qu'Alexandra ressentit dans sa poitrine comme un retour à la maison. Il la serra contre lui et Bridget les rejoignit à la fenêtre. Les 3 silhouettes se découpèrent contre la neige tombante. Dehors, la ville scintillait de lumière de Noël. Mais à l'intérieur de ce petit appartement, la vraie magie était plus discrète, plus profonde. Une famille naissait, du chagrin et de l'espoir en parts égales, de 2 personnes assez courageuses pour essayer de nouveau, d'un enfant assez sage pour voir ce que les adultes refusaient de reconnaître. Les flocons de papier tournoyaient doucement dans l'air chaud, chacun différent, chacun beau, chacun un petit miracle suspendu à la fenêtre, comme une promesse. Les choses brisées, données au temps, à l'amour et au courage, peuvent redevenir entières. Et quelque part, dans l'espace entre le souvenir et demain, Louisa Flynn sourit, sachant que sa fille serait aimée, que son mari serait heureux, et que le cœur qu'elle avait laissé derrière elle avait trouvé assez de place pour tenir à la fois le passé et l'avenir, sans perdre aucun des deux.